Bonjour à tous, bienvenue dans le replay de cette classe virtuelle sur les révisions du CCP1 du titre Pro gestionnaire de paye. Donc dans un premier temps, j'ai prévu de vous parler de l'entrée du salarié dans l'entreprise, donc notamment au niveau des formalités d'embauche. Donc dans un premier temps, ce que vous devez réaliser en priorité, c'est la déclaration préalable à l'embauche, donc la DPAE. Dans le cadre de l'examen, vous aurez à la réaliser de manière manuscrite, mais dans la vraie vie, en fait, vous pourrez faire cette démarche soit sur le site de l'URSSAF même, soit sur le site de Net Entreprise, où vous pouvez éventuellement avoir une interface avec votre logiciel de paye. Pour rappel, cette DPAE est obligatoire et doit être réalisée au plus tôt dans les 8 jours précédant l'embauche, au plus tard forcément avant l'embauche du salarié. La prochaine étape consiste en fait à rédiger le contrat de travail. Donc pour rappel, le contrat de travail est obligatoire en cas de CDD, donc contrat à durée déterminée, et est fortement conseillé en cas de CDI également. Vous allez donc devoir ensuite affilier votre salarié à la mutuelle obligatoire, aux divers organismes sociaux. Donc généralement, l'affiliation aux autres organismes se fera automatiquement par le biais de la DSN. Pensez également à inscrire votre salarié au registre du personnel et également à prévoir son rendez-vous pour la visite d'information et prévention. Pour rappel, cette visite d'information-prévention remplace la visite médicale qu'il devait intervenir dans le mois qui suit l'embauche. Cette visite VIP doit intervenir maintenant dans les 3 mois qui suivent l'embauche. Vous pourrez ensuite constituer le dossier du personnel avec l'ensemble des documents afférents et dont vous avez besoin pour son type de poste, et également procéder maintenant à l'intégration du salarié, donc que ce soit par la remise d'un petit livret d'accueil, par une mise en place d'un tutorat. L'important, c'est vraiment de bien intégrer votre salarié dans l'entreprise. On va continuer avec le pointage des heures. Donc tout d'abord, nous allons nous intéresser aux heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires concernent les salariés à temps plein. Donc pour rappel, le Code du travail préconise qu'une semaine est du lundi au dimanche inclus. Donc le pointage s'effectue à la semaine et en termes de valorisation des heures, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les 8 premières heures seront majorées à 25% et les suivantes à 50%. Ensuite, ce qu'il faut également retenir, c'est qu'à la fin du mois, quand vous avez une semaine incomplète, donc si le mois ne va pas jusqu'au dimanche, les heures supplémentaires de ce mois seront reportées sur le mois suivant. Nous allons maintenant parler des heures complémentaires. Donc, les heures complémentaires, quant à elles, concernent les salariés à temps partiel. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié à temps partiel? C'est ni plus ni moins qu'un salarié dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Pour rappel, le minimum d'un salarié à temps partiel est censé être à 24 heures, sauf dérogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous souhaitez faire un contrat de travail à un salarié pour une durée inférieure à 24 heures, il devra vous remettre un document qu'on appelle dérogation au temps de travail légal et vous permettre en fait ainsi de pouvoir l'embaucher à une durée inférieure. Concernant la valorisation de ces heures complémentaires, on aura 10% des heures hebdomadaires qui seront majorées à 10% et le reste qui sera majoré à 25%. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez un salarié qui fait 24 heures par semaine, il pourra effectuer 2,4 heures en plus qui seront majorées donc à 10% et le reste, c'est-à-dire donc 1,6 heures qui seront majorées pour elle à 25%. Attention aussi, les salariés à temps partiel ne peuvent pas dépasser un tiers de leur temps de travail en heures complémentaires. Donc, en résumé, le pointage s'effectue à la semaine. On reporte les heures de la semaine incomplète en fin de mois, puisque le Code du travail prévoit que la semaine est du lundi au dimanche. Nous allons maintenant parler des absences. Donc, dans la paye, en fait, vous avez 8 méthodes d'absence. Principalement, celle qui est préconisée, c'est celle de la méthode de la Cour de cassation, à savoir la méthode en heures réelles. Donc, je vous ai remis ici l'ensemble des 8 méthodes avec les formules de calcul, à savoir, comme je viens de vous l'expliquer, qu'on préconise la méthode de la Cour de cassation.
Donc comment fonctionne cette méthode de cours de cassation? Donc dans un premier temps, je vais aller regarder le nombre d'heures réelles du mois concerné. Et puis également le nombre d'heures réelles d'absence du salarié. Il faudra ensuite effectuer une opération, donc le nombre d'heures d'absence réelles multiplié par le salaire de base divisé par le nombre d'heures réelles du mois. Une dernière petite chose sur les heures réelles, cette méthode d'absence en heures réelles est obligatoire en fait pour les entrées-sorties en cours de mois, pour les absences injustifiées. Parlons maintenant un petit peu des congés payés. Concernant les congés payés, vous voyez, j'ai divisé mon écran en deux parties. Donc la partie rouge, dans un premier temps, on va déduire une absence, tout simplement, donc selon la méthode préconisée par le sujet ou par le dossier. Ensuite, on va payer ce qu'on appelle une ICP, une indemnité de congé payé. Donc pour payer cette indemnité de congé payé, systématiquement, on est censé comparer le maintien de salaire. Donc qu'est-ce que c'est que le maintien de salaire? On va remettre ce qu'on a enlevé au niveau de l'absence. Et on compare en fait ce maintien avec la méthode du 1/10. Qu'est-ce que la méthode du 1/10? Donc en fait, on va prendre l'ensemble des salaires perçus pendant la période de référence. Donc la période de référence, pour rappel, est du 1er juin au 31 mai. Ensuite, on va ajouter certains accessoires de salaire qui sont inhérents à la nature et conditions de travail du salarié. Donc ça peut être par exemple les heures supplémentaires, les primes de froid. En l'occurrence, on n'ajoutera pas tout ce qui va avoir un caractère collectif et également exceptionnel, comme une prime de Noël par exemple. Une fois que vous avez ajouté donc tous vos accessoires de salaire à l'ensemble des salaires, vous allez déterminer l'assiette du 1/10 en prenant 10% du montant. Ensuite, il conviendra de faire le nombre de jours pris par le salarié multiplié par cette assiette divisé par le nombre de jours acquis. Au niveau des primes, donc vous pouvez être amené à proratiser une prime. Donc je vous ai indiqué un petit peu comment proratiser une prime. Donc par exemple pour un salarié qui a 150 € pour un temps plein, on reprendra un petit peu la même chose pour le temps partiel, c'est-à-dire qu'on fera 150 € divisé par 151,67 h multiplié par 86 heures. Nous allons parler de la contrepartie obligatoire en repos. Donc la contrepartie obligatoire en repos intervient dans le cadre des heures supplémentaires. Donc ce sont l'ensemble des heures effectuées au-delà du contingent annuel qui ouvre droit à un repos en plus de la rémunération des heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contingent annuel est une limite d'heures supplémentaires qui est fixée par an et par entreprise. Le contingent légal est de 220 heures par an. En revanche, vous pouvez avoir d'autres contingents en fonction du domaine d'activité ou également de la convention collective. Donc je vous ai mis un petit exemple. En fait, quand un salarié effectue 30 heures supplémentaires, qui travaille dans une entreprise de 50 personnes, vous allez pouvoir appliquer en fait le petit tableau que je vous ai mis sur la gauche, à savoir que le salarié aura 30 heures supplémentaires payées selon le taux légal ou le taux d'usage dans l'entreprise, et il aura également 30 heures sous forme de COR, donc contrepartie obligatoire en repos, puisque 100% des heures qui ont été effectuées au-delà de 35 heures ouvrent droit à une contrepartie en repos puisque le contingent a été dépassé. Les avantages en nature, je ne vais pas y revenir parce que j'ai déposé une petite vidéo là-dessus sur le site, donc n'hésitez pas à la consulter, d'accord? En revanche, je vais passer directement aux frais professionnels. Donc, qu'est-ce que les frais professionnels? Donc, c'est l'ensemble des dépenses engagées par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle. On pourra évaluer de deux manières, donc avec une évaluation au réel. Donc là, on rentre dans le cadre où le salarié ramène ses tickets et se fait rembourser via une note de frais. Ou alors, vous avez une évaluation forfaitaire et donc ce sera souvent conventionnel. L'employeur attribue une somme et il faudra après l'évaluer à partir d'un barème URSSAF. Donc vous avez pour exemple les petits déplacements. Donc vous allez regarder le montant alloué par l'employeur. Vous allez ensuite regarder la limite URSSAF pour pouvoir ensuite soumettre à cotisation ce qui dépasse. Cette opération est la même quel que soit le frais professionnel. On regarde toujours la limite.